Madame TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Coup de cœur littéraire. Ce soir Isabelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une écrivaine, une auteure, comme elle aime le dire elle-même, Tony Béard. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour Denis. Merci beaucoup de me recevoir. Eh bien écoutez, merci d'avoir répondu tout de suite oui à notre invitation et de nous faire le plaisir de prendre du temps pour nous aussi. Alors nous, Tony, on a l'habitude dans cette émission de présenter en premier lieu nos auteurs. Et pour vous connaître, on a un peu, et pour vous connaître, pour mieux savoir, pour vous découvrir un peu mieux. Et quand on a fait des recherches sur vous, découvrir des informations, on a vu que vous étiez né à Istanbul, que vous avez un passeport italien, un diplôme américain, un mari breton. Alors, ça fait une belle palette culturelle intéressante, tout ça. Alors, racontez-nous un peu, Tony, vos origines turques, italiennes, votre arrivée en France. Racontez-nous un peu votre parcours, Tony. Écoutez, moi, je suis née dans une famille judéo-espagnole à Istanbul. Les Juifs de Turquie viennent d'Espagne, ce sont des séfarades, et ils ont vécu dans l'Empire ottoman pendant 500 ans, et ils ont gardé leur langue qui était l'espagnol et qui est devenue après le ladino. Donc voilà. Ah oui. Moi, je viens de ce monde-là, d'une petite communauté juive à Istanbul où les gens parlaient soit espagnol, soit français, et qui vivaient là depuis très très longtemps. Qui ont été très très heureux dans ce pays. Et puis après, bon, il y a eu avec la montée des nationalismes et tout ça, il y a eu des petites difficultés. Et du coup, mes parents ont décidé de quitter la Turquie et de venir s'installer en France. Moi, je suis arrivée à Paris quand j'avais 5 ans. Je parlais pas un mot de français. Et je suis arrivée à l'école comme ça. J'ai dû m'adapter. Alors au début, je disais pas un mot. Et pendant presque 2 ans, je n'ai rien dit. Et puis un jour, il y a une petite fille qui a présenté un livre à l'école et qui a dit voilà, j'ai adoré, vraiment c'était super, ça m'a fait rire, rêver. Alors en sortant de l'école, j'ai dit à ma mère, je veux que tu m'achètes un livre. Et ma mère a dit tout de suite oui, ok. On est allé à la librairie le jour même et j'ai acheté oui, chauffeur de taxi. Énorme. Et ça a totalement changé ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler. Je me suis autorisée à parler français parce que je voulais pas avoir d'accent, je voulais pas faire de fautes, donc je disais rien. Et oui, chauffeur. Enfin, le pays des jouets de Oui a été mon premier monde imaginaire. Et donc la lecture m'a vraiment ouvert à Paris, à la langue française, à ma vie et à ma vie française, voilà. Et depuis, la lecture est devenue mon évasion. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire mes histoires moi-même ? Magnifique. Alors d'ailleurs, Tony, en 2007, vous vous lancez dans un premier livre, La sieste, c'est ce qu'elle fait de mieux. Et vous enchaînez en 2008 avec Kuba et Talons hauts. C'est le premier livre dont on va parler ce soir. Moi, personnellement, c'est le premier livre qui m'a permis de vous découvrir. J'ai beaucoup ri. Je dis la vérité, c'était très drôle. C'est l'histoire Kuba et Talons hauts de Dalia Arditi, un sacré petit bout de femme qui est attachée de presse dans une agence de com et qui se bat côté boulot pour faire sa place dans un monde de requins au féminin avec des talons bien aiguisés. Et côté perso, qui fait des listes sur tous les hommes de sa vie en fonction de certaines catégories. Ceux qui vont l'inviter à sortir, ceux avec qui elle peut passer une nuit, ceux avec qui elle pourrait éventuellement se marier. Enfin, c'est vraiment une petite nana originale. C'est un peu dans une ambiance du Diable s'habille en Prada et de Emily in Paris avant l'heure. On ne s'ennuie pas. Dalia, c'est la cadette d'une famille juive originaire de Turquie. Et la famille, c'est une véritable smala. Il y a des tantes qui habitent aux 4 coins du monde. Tout le monde se mêle de sa vie parce qu'elle n'est pas mariée. C'est un peu la rebelle de la famille, contrairement à sa sœur aînée qui, elle, est un bon petit soldat, qui a fait pharmacie comme papa et maman, qui est mariée, qui est bien comme il faut, qui a 2 enfants, alors que Dalia, c'est tout le contraire. Ce livre, c'est vraiment drôle, c'est optimiste et c'est vraiment actuel, je trouve, sur la mentalité des femmes dans le monde professionnel aujourd'hui.
On s'attache à tous les personnages, aux collègues, à Dahlia, bien sûr, à ses parents, à son beau-frère hypocondriaque, enfin bref, à tout le monde. Je me demandais, est-ce que Dahlia, c'est un petit peu de vous, surtout au vu de ce que vous nous dites avec votre arrivée de Turquie, votre famille judéo-espagnole. Est-ce que ce monde aussi du luxe et de la communication que je crois vous avez touché avant de vous lancer dans la lecture, c'est un monde difficile à intégrer et c'est difficile de se faire une place. Racontez-nous. Alors Dahlia, c'est vrai, j'avoue, c'est beaucoup moi parce que c'était un de mes premiers livres et au début, quand on écrit, on met beaucoup de soi dans ces personnages parce que bon, on n'a pas une énorme expérience, donc vraiment c'est moi dans des aventures en plus qui ressemblent un petit peu aux miennes, j'avoue, parce que j'ai effectivement travaillé dans une agence de relations publiques qui ressemble à celle d'Annick Bondy dans Cuba et Talons hauts. J'ai travaillé pour un couturier. J'étais la petite juive brunette dans une équipe d'attachés de presse, toutes issues de la noblesse, enfin des grandes familles vraiment. Mais franchement, j'ai pas eu de mal à m'adapter. Elles m'ont accueillie avec beaucoup de, enfin franchement c'est moi qui sentais plus la différence parce qu'on est vraiment de mondes différents. On n'avait pas du tout les mêmes codes. Et je la ressentais, mais dans le travail, tout ça, j'ai pas eu de soucis. Elles ont été adorables. Et ce sont toujours d'ailleurs des très bonnes amies. Ah bah tant mieux. Voilà. Alors, le prochain livre dont on voulait parler, qu'on veut absolument aussi conseiller, c'est « Si tu m'oublies », qui paraît en 2019. « Si tu m'oublies », c'est l'histoire de Violette, qui est divorcée d'Aurel, qu'elle a rencontré quand elle était jeune. C'est le père de ses jumeaux, a priori. Elle vient d'emménager au 19 bis boulevard Montmartre et elle va se retrouver mêlée, plus ou moins malgré elle, à une aventure rocambolesque qui s'étend de la France à l'Espagne en passant par les États-Unis. Et tout ça lui tombe dessus quand son amour de jeunesse, Joachim, un beau brun aux yeux bien noirs, refait surface 15 ans après en lui demandant d'un coup de cacher dans des cartons 5 millions d'euros, juste ça, mais pour une semaine seulement. Évidemment, la semaine passe et Joachim est toujours aux abonnés absents. Et cette fois, elle décide, sentant le danger arriver, d'aller le chercher pour lui prêter main forte. Alors, ce n'est pas qu'une comédie romantique, c'est aussi une enquête policière superbement bien ficelée, je dois avouer, avec tous les ingrédients qu'il peut y avoir à l'heure d'aujourd'hui. On est basculé dans ce livre tantôt en 2015, lorsque l'histoire se passe, tantôt 20 ans plus tôt, quand ils se rencontrent, quand ils sont dans leurs années, fin d'année scolaire, étudiants, etc. C'est super sympathique parce qu'on est plongé dans les années 90. Personnellement, j'ai quasiment le même âge que Violette, à 2 ans près. Donc, les références avec Beverly Hills, Brenda, La Frange, etc. J'étais en plein dedans. C'est très, très drôle. C'est plein d'humour, mais de nostalgie aussi, plein de rebondissements. Alors, comment on en invente une histoire pareille ? Quel a été le déclic pour cette histoire ? Le déclic, c'est mon père qui m'a donné cette idée parce qu'il a lu un fait divers assez incroyable que je ne révélerai pas et il m'a dit mais ça serait passionnant de le traiter en roman. Et au début, j'ai dit oh non, c'est quand même vraiment particulier. J'en ai parlé à mon mari qui m'a dit « Ah non, tu peux pas raconter ça, la fille, personne va l'aimer. » Et justement, évidemment, ça m'a donné envie de raconter et de me dire comment une femme peut se retrouver dans cette situation, comment ça peut arriver dans une vie. Et puis voilà, c'est comme ça que le personnage de Violette est né. Et c'est une femme, alors là, pour le coup, qui ne me ressemble pas, pas du tout. Mais pour laquelle j'ai un attachement très profond. J'adore Violette et comme je me suis vraiment plongée dans sa jeunesse, bon, qui ressemble un peu à mes années également, et dans sa vie, j'ai adoré cette femme. Oui, elle est très attachante, elle est rigolote, enfin, elle se prend pas du tout au sérieux et c'est hyper drôle de voir comment, à un certain âge, alors qu'elle est ophtalmo, qu'elle est censée être une femme rangée, mère de famille, médecin, bien, enfin tout bien, comment ça part en vrille pour... elle retrouve son adolescence, quoi. C'est très drôle. Ouais. Alors,
Si tu m'oublies, comme on le disait, Violette, elle habite au 19 boulevard rue Montmartre. Ce n'est pas une adresse anodine, puisqu'en réalité, cette adresse, elle héberge les personnages de vos 4 derniers romans, puisque Si tu m'oublies, en fait, c'est le 2e tome de votre saga Grand Boulevard, qui a commencé donc avec un premier livre du même nom, Grand Boulevard, que vous avez écrit en 2013, je crois. Oui. Et en fait, on va retrouver les personnages du premier livre, tantôt en personnages principaux, tantôt en personnages secondaires, dans tous ces livres que je signale, on peut lire tout à fait distinctement, voilà, les uns des autres. Oui. Comment ça se fait que vous avez eu envie de garder un fil conducteur comme ça, d'un livre à l'autre? C'est rassurant, c'est inspirant, c'est ce que... En fait, c'est l'immeuble. Enfin, quand j'ai écrit Grand Boulevard, j'ai inventé cet immeuble qui est sur les grands boulevards de Paris. Et déjà, j'ai une fascination pour les grands boulevards parce que j'adore la littérature française du 19e siècle. Et au 19e siècle, les grands boulevards, c'était, avant la Tour Eiffel, c'était là où l'endroit. Tous les théâtres, les restaurants, toutes les danseuses, les actrices, les courtisanes, les journalistes. Enfin, c'était vraiment the place to be à Paris. Voilà, mais un Paris un petit peu décadent, disons. Hein. C'était pas le Paris des grandes familles, c'était le Paris rouge. Et avec les maisons closes, tout ça. Tout à fait. Voilà, et quand on se promène sur les grands boulevards, on voit les traces de ce Paris-là. Et je sais pas, au départ, moi, les grands boulevards, pour moi, c'était vraiment moche. Et puis, moi, j'habitais pas loin quand on habitait à Paris, alors je connais très, 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 très bien ce coin. Voilà, j'adore. Et moi, donc, j'habite pas très loin et je travaillais juste sur les grands boulevards. Et au fur et à mesure, en me promenant sur les grands boulevards, j'ai vu la merveille que c'était, la merveille architecturale, le Grand Rex, l'Olympia, tous les théâtres. Et je me suis dit, j'ai envie d'en créer un roman là. C'était voilà. Et puis j'ai imaginé cet immeuble, le 19 bis boulevard Montmartre, qui est une adresse imaginaire qui n'existe pas. Elle est coincée quelque part entre le 19 et le 21. Comme le quai 9 3/4 dans Harry Potter. Voilà, c'est une petite faille spatio-temporelle. Et là, on rentre. Et après avoir écrit Grand Boulevard, j'avais créé le personnage de Max Dahan, qui est un personnage, c'est un monsieur de 68 ans qui adore le rock'n'roll, qui joue au poker et qui a un passé très rock'n'roll. Et sa fille Doria, et je sais pas, j'ai adoré cet immeuble. Et du coup, c'est vrai que au départ, c'était assez confortable de me remettre, au moins quand je me suis dit où habite Violette, je dis bah elle va habiter là. Et du coup, ensuite, au fur et à mesure, les personnages de cet immeuble, je les mets un petit peu en lumière à chaque fois. Voilà. Et donc, Violette habite là, on croise Max, on croise Doria, et après, j'étire le fil. Voilà. C'est ça. Alors d'ailleurs, le livre suivant que nous voulions conseiller, c'est la chanson du Rayon de Lune, qui est d'ailleurs le 3e volet de cette saga. Alors, voilà. J'ai énormément aimé ce livre. Alors, on raconte un peu, c'est Amanda, la sœur de Violette, du précédent roman, donc. Voilà. Mais on peut vraiment, comme vous l'avez dit, franchement, on peut les lire tous séparément. On n'a pas besoin d'avoir lu les précédents pour comprendre les histoires. Tout à fait. Chaque histoire est indépendante. C'est vrai, complètement. Voilà, totalement. Et donc, Amanda est créatrice de bijoux et elle est en couple, mais un couple un peu qui bat un peu de l'aile avec Alexandre Maréchal, qui est avocat. Alors elle, c'est une femme engagée, déterminée, indépendante. Et alors qu'à un moment, elle souhaite restaurer sa cheminée, elle va découvrir vraiment, avec difficulté, mais elle va trouver un coffret qui contient une bague, le rayon de lune et des lettres, une correspondance, des lettres qui datent des années 1860. Qui révèle une correspondance entre Joséphine, donc une jeune femme travaillant comme petite main dans le monde de la mode qu'on dit grisette, et Antoine, un avocat de la haute bourgeoisie de l'époque. Alors, il y a donc tout un parallèle magnifique qui va s'opérer entre la vie d'Amanda et celle de Joséphine. Alors, Amanda, elle va être fascinée par cette féministe du 19e siècle. Alors, on passe d'une histoire à l'autre, d'une époque à l'autre, sans avoir le temps de reprendre son souffle. D'ailleurs, on quitte une époque avec difficulté pour en rejoindre une autre, et encore, c'est pareil à chaque fois. C'est extraordinaire. Et donc, alors,
Amanda va être accusée d'avoir assassiné donc Alexandre, qu'elle va retrouver mort en bas de l'immeuble, l'immeuble 19 boulevard Montmartre, le fameux. Et donc, alors voilà, c'est un livre vraiment plein de rythme, plein de féminisme, plein d'amour et de suspense. L'écriture bascule en fonction de l'époque et du changement du style, et le vocabulaire est magnifiquement bien réalisé. D'ailleurs, moi, je me sentais un peu dans le monde de Victor Hugo. J'adore cet écrivain, et vraiment, on ressent cette époque, on sent les cochers sur les fiacres sur les rues pavées. Et justement, en parlant de ces cochers, de chevaux en toile de fond de cette histoire, moi qui m'a vraiment interpellée et qui m'a même bouleversée, parce que j'ai une faiblesse pour cet animal. On apprend la maltraitance des juments. Vraiment, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Dans des laboratoires pharmaceutiques pour la confection de médicaments. Alors, c'est vrai que je ne savais pas. J'ai appris quelque chose. Et, ça m'a bouleversée. Et d'ailleurs, justement, c'est quelque chose qui vous anime, vous, vraiment, la défense des droits des animaux, Tony. Oui. Ah oui, j'essaye toujours de mettre un peu de cause animale dans mes livres parce que c'est une cause qui me tient terriblement à cœur. Aujourd'hui, on a tout industrialisé, on a industrialisé l'élevage des animaux. On les traite plus comme des êtres sensibles et qui peuvent avoir de la douleur ou de la peine. On les traite juste comme des machines et c'est épouvantable. Et dans tous les domaines. Et particulièrement là, dans les laboratoires pharmaceutiques où on prélève de l'urine de jument enceinte, donc gestante, pour fabriquer des médicaments pour la ménopause, qui en plus sont toxiques pour les femmes. Et d'ailleurs, ce médicament est interdit en France, mais il continue à être vendu partout aux États-Unis, dans énormément de pays. Et les fermes à urine, comme on dit, existent, ainsi que les fermes à sang aussi. Oui, j'ai lu en Uruguay et en Argentine. Voilà, donc c'est épouvantable. Vraiment épouvantable et surtout totalement inutile et inhumain. Et vous avez mené une pétition, elle en est où? Oui, j'ai une pétition et j'espère un jour aller un peu plus loin dans ce combat parce que c'est difficile parce qu'en fait en France c'est interdit donc on peut pas agir au niveau français. Mais ça continue, il y a des fermes à sang au Canada et maintenant en Chine, ce qui fait encore plus peur. Ouais, c'est terrible. Des fermes à urine, pardon. Oui, surtout quand on sait le rendement en Chine, comment c'est traité, on a peur d'imaginer ce que... Ouais, c'est épouvantable parce qu'elles sont dans des situations horribles que je décris dans le livre. Je veux pas... En tout cas, non. En tout cas, bravo de l'avoir mis en lumière, parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce genre de choses. Et puis, donc voilà. Alors, le dernier livre qu'on voulait conseiller également, c'est votre dernier en date paru en 2022. On n'empêche pas une étoile de briller. Donc, on revient toujours dans le 19 boulevard Montmartre. C'est l'histoire de Max, donc, dont on a parlé précédemment, et de Sacha Volcan, qui déboule un matin sur le palier de l'appartement de Max, qui sonne à la porte, et c'est Doria, donc, la deuxième du nom, la fille de Max, qui va ouvrir la porte et qui va reconnaître donc Sacha Volcan, la grande star hollywoodienne, et qui va se demander quel est le rapport entre Sacha et son père, Max Dahan, qui habite au-dessus de chez elle. Et donc, Doria est curieuse et elle va demander donc à Sacha de lui raconter le lien qui existe entre elle et Max. Et on va découvrir en fait que Sacha et Max ont vécu une histoire d'amour incroyable pendant près de 60 ans. Vous décrivez, alors pareil, on va passer d'une époque à une autre. On va passer en revue depuis la rencontre de Max et Sacha quand ils sont jeunes à Paris, jusqu'à tout ce qui leur est arrivé, leur rêve de rock'n'roll, comme vous nous le disiez, leur rêve de musique, de réussite aux États-Unis, en France, enfin, tout ce qui va leur arriver, comment ils vont vivre des petits bouts ensemble, des petits bouts pas ensemble, comment il va y avoir des rencontres, des séparations, des retrouvailles, des non-dits, des loupés qui vont les amener tous les deux à ce fameux jour de 2021 où Sacha va réapparaître
pour une raison bien précise, qu'on ne va pas du tout dévoiler maintenant, qui est liée à leur jeunesse. Donc, pour retrouver Max, elle a besoin de lui, donc elle va venir le trouver pour la dépanner. Et c'est un livre avec fond de révolution sexuelle, de Woodstock, de MLF. Il y a toutes les époques qui sont traversées. C'est vraiment, on ne s'en lasse pas et on s'attache tellement à ces deux personnages, à la façon dont ils vont s'aimer, dont ils vont quand même se respecter et respecter le besoin de liberté ou de réaliser les rêves de chacun, de l'autre, et comment chacun va se laisser de côté pour pouvoir laisser l'autre vivre pleinement ses rêves. C'est vraiment un livre magique, magnifique. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. On parle beaucoup, beaucoup de féminisme dans ce livre. C'est une de vos marques de fabrique. On en a parlé dans la chanson du rayon de lune. Évidemment, on en parle aussi dans Kuba et Talon Haut. C'est le féminisme, un leitmotiv chez vous, j'ai l'impression, puisque vous le décrivez à toutes les époques, depuis donc les années 1860, dans la chanson du rayon de lune, aussi depuis les années début des années 60, pardon, dans On n'empêche pas une étoile de briller. Mais aussi dans ce livre, c'est pas que du féminisme pur et dur. C'est du féminisme avec la dualité qui existe quand on a envie de cette liberté, on doit prendre cette liberté, mais quand même, il y a des moments où il va falloir quand même baisser son caquet pour pouvoir vivre avec l'autre, etc. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, le chemin pour les femmes est encore long, Tony? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, où les débats sur l'utilisation du féminin, surtout là, récemment, je lisais avec la ville de Pantine pour respecter l'équilibre. Est-ce que vous ne trouvez pas que tous ces débats, finalement, sont un peu futiles et qu'aujourd'hui, l'essentiel est perdu de vue et que les revendications, finalement, réelles des femmes ne sont pas un peu distillées? Non, alors moi, je parle pas véritablement, enfin, je parle de féminisme, oui, parce que je suis féministe et je trouve que ce n'est pas un gros mot. Non, pas du tout. Moi aussi, je le suis pas mal. Je parle surtout de la condition féminine. Et en fait, par exemple, dans la chanson du rayon de lune, on voit vraiment d'où on vient, parce qu'en 1860, franchement, une femme n'avait pas plus de pouvoir qu'un mineur, elle ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, elle ne pouvait pas monter d'ailleurs. Elle avait vraiment besoin d'un homme à toutes les étapes de sa vie pour pouvoir avancer. Et donc, je la compare à Amanda, qui, elle, est une femme d'aujourd'hui, donc qui est une chef d'entreprise et qui a monté son affaire et qui est totalement libre. Elle est célibataire, elle a vraiment aucun frein dans sa vie et elle mène aujourd'hui sa vie totalement comme elle l'entend. Ensuite, je trouve que évidemment, surtout en France, on a la chance de pouvoir s'instruire, de pouvoir travailler, mais je pense que au niveau familial, dans les maisons, dans la vie quotidienne, on est encore loin du compte, puisque les femmes, elles travaillent, mais souvent elles ont la double peine. Elles rentrent quand elles n'ont pas la chance d'être aidées, elles ont le repassage, la bouffe, les lessives, les enfants, le bain, le machin. Et les hommes n'ont pas encore intégré que si on est deux à travailler, on doit être également deux à travailler dans la maison. Ça, c'est peut-être à nous d'éduquer nos fils. Et puis, il y a aussi une façon de voir la femme encore, puisque c'est ancré dans les mentalités masculines, un peu comme une proie, comme un trophée, comme quelque chose à conquérir, à acquérir, et voilà, c'est toujours très limite. Après, moi, je suis une grande amoureuse, j'écris des comédies romantiques, je pense que l'amour est la grande affaire de la vie de tous. Donc, comment trouver sa place? Je pense que chacun doit trouver son chemin, chaque couple doit dialoguer, discuter, évoluer. Tout à fait. Voilà, on doit se répartir les rôles parce que, par exemple, moi, j'ai été... je me suis à un moment donné dans ma vie plus arrêtée dans mon travail pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Pas complètement arrêtée, mais j'ai sérieusement ralenti, comme énormément de femmes, ce qui après nous handicape dans le professionnel. Mais à la fois, je me dis, chaque être humain, homme ou femme, doit pouvoir peut-être avoir cette chance de passer du temps avec ses enfants et de les voir grandir. C'est une chance à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, chacun de trouver son équilibre.
Mais je trouve que bon, il y a encore du chemin. Oui, oui. Encore c'est sûr. Ouais. Notre dernière question, Tony. Alors, j'ai vu que certains ont déjà eu la chance de découvrir votre prochain roman. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en avant-première? Je sais déjà qu'il fait partie des sagas du Grand Boulevard et que le personnage s'appelle Alice. Mais alors, pouvez-vous nous en dire plus? Bon, alors, celles qui ont eu celles qui l'ont découvert, hein, c'est 4 personnes. Donc, mes éditrices. Mais on est jalouse quand même. Voilà. Après, j'ai ma sœur. Ah. Bon, ça va. Et j'ai 2 lectrices tests qui m'accompagnent à chaque roman maintenant. Donc, je leur envoie mes chapitres au fur et à mesure et elles me donnent leur retour et ça m'aide énormément. Et aussi une de mes amies romancières qui s'appelle Marie Vareille, qu'on a eu la chance d'interviewer nous aussi ici. Ah bah voilà. Donc voilà, avec Marie, on fait partie d'un collectif que j'ai créé. Tout à fait, la team Romcom. Voilà. Et donc, on se lit avec Marie et Sophie Rouvier également, et Adèle, on se lit nos romans. Et donc, Marie aussi m'a fait son retour. Voilà. Donc, ce sont les personnes qui m'ont lu, donc c'est vraiment très récent. Et donc, elles ont lu le premier jet pour pouvoir ensuite que je puisse faire mes modifications. Et donc ça sera l'histoire d'Alice, qui est la fille aînée de Max et qui a une vie. En fait, Max est quelqu'un qui était toujours très libre et qui n'a pas été très responsable dans son rôle de père. Donc, c'est un personnage hyper attachant, mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est que il a été un père un peu bancal. Et là, on s'attache au personnage d'Alice qui, cette année, a 50 ans. Et qui, à 50 ans, se réinvente. Et je voulais vraiment parler de la femme de 50 ans parce qu'on nous dit souvent qu'à 50 ans, elle est finie le monde de fini la séduction, fini la sexualité, fini non, je suis pas d'accord. Le boulot. Et en fait, j'ai interviewé énormément de femmes pour m'inspirer pour ce roman. Et je trouve que les femmes sont incroyables, d'une puissance, d'une résilience. Et j'ai rencontré plein de femmes de 50 ans qui ont changé de job, qui ont changé de mec, qui ont déménagé, qui se sont réinventées, qui vivent des histoires, voilà. Et donc Alice va repartir franchement de zéro pour se réinventer elle aussi. Voilà. Mais oui, c'est souvent, parfois même le début. C'est souvent le début. Voilà. Et donc, c'est un nouvel âge des possibles parce qu'on a plein de libertés à 50 ans qu'on n'a pas à 30 ou à 40. Et on a nos enfants qui ont souvent grandi. On n'a plus nos règles. C'est vrai. on peut s'offrir des histoires d'amour avec des gens avec qui on n'aurait pas construit une famille. Donc, on est plus libre. On est beaucoup plus libre. Et il faut savoir profiter de cette liberté et pas se laisser enfermer par le regard que parfois on a encore sur les femmes de 50 ans. J'ai bien hâte de lire ce nouveau roman, Tony. Voilà. Moi aussi. Alors écoutez, en tout cas, on vous conseille évidemment, comme vous l'avez compris, tous les livres de Tony Béard, ceux dont on a eu le temps de parler ce soir et ceux dont on n'a pas eu le temps malheureusement. Les précédents, les prochains à paraître, évidemment. Ils font du bien, ils sont faciles à lire, on s'attache à tous les personnages, on s'attache à toutes les époques. Vous avez, Tony, comparé déjà, je crois, l'écriture à du chocolat. Alors moi, j'ai adoré cette comparaison. J'adore le chocolat et particulièrement le chocolat au lait, bien sucré. Eh bien, vos livres sont comme du chocolat au lait. Ils font du bien. On ferme. On a passé un super moment. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès pour votre prochain roman avec l'histoire d'Alice et la suite du 19 boulevard Montmartre. Et je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps pour nous, d'avoir échangé avec nous sur Merci infiniment de m'avoir reçu. C'était super sympa d'être avec vous deux. Nous aussi. Vraiment, merci. On espère sincèrement que la prochaine fois, j'en sais rien, dans un livre, dans 2 livres, vous nous ferez peut-être le plaisir de venir nous voir directement en Israël. Ah, j'adorerais. Et on serait ravis, nous aussi, de vous avoir directement sur le plateau. Vous direz bien. Eh bien oui, n'hésitez pas, avec plaisir. On fera un update et on vous recevra. Super. Merci beaucoup. Merci Béard, merci beaucoup. Quant à nous, on vous retrouve très prochainement sur Tandem TV pour un prochain coup de cœur littéraire. Merci, au revoir. Au revoir.